Là, on est donc dans l'ancienne salle de justice, puisque ce qui faisait d'un château un château, c'était trois choses. C'était le droit de justice, la perception de l'impôt et l'exploitation de terres agricoles. Voilà. Et donc, ici, on a une belle salle de justice qui, à l'époque, correspondait à la basse justice, puisqu'il y avait la haute justice, la basse justice. La basse justice, c'était tout sauf les crimes de sang, en gros. Donc, voilà. Donc, on est sur une salle de justice d'une belle envergure, hein, parce que comme à peu près l'architecture du château, on était sur un château de taille moyenne, mais il y avait quand même des seigneurs qui avaient de l'argent et qui voulaient montrer qu'il y avait du faste. Donc c'est pour ça qu'on a de beaux volumes. Alors là, on aperçoit une pente. Alors à l'époque, il n'y avait pas de pente, mais il devait très certainement y avoir deux niveaux distincts. Un niveau où il y avait les prévenus, là où on se trouve, une petite marche, et un niveau un peu supérieur, près de la cheminée, où il y avait bien sûr le seigneur, et puis éventuellement une cour tout autour de lui. On a un très beau son, les choses étaient bien pensées, belle structure de bois, ce qui permet d'avoir ce très joli son, qui permettait quasiment, en chuchotant au niveau de la cheminée, d'être très bien entendu, de manière très claire, par les gens qui étaient au bout. Voilà, donc c'est une salle aujourd'hui qu'on utilise pour des événements et des manifestations culturelles et qui a été restaurée tout récemment en plus, parce que c'est vrai que voilà, par rapport à d'autres vidéastes qui sont venus, notamment Enquêteur Paranormal, cette pièce à l'époque n'avait pas été trop arrangée, à part le plafond de trois bricoles. Donc voilà, elle était vraiment dans son jus, là, elle a repris un petit peu. C'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos avant de venir, forcément, et il y avait vraiment des éléments qui sont présents aujourd'hui. Donc voilà, alors là, ils avaient la déco, puis en plus à l'époque, il y avait le plafond. Alors on avait fait déjà un petit peu le plafond au niveau des planches, parce que au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont vécu ici, et c'est des périodes où très souvent, malgré le fait qu'on soit dans une région boisée, on manquait de bois, donc on brûlait très souvent les meubles, et parfois quand on avait brûlé les meubles pour se chauffer, on allait dans les parties les plus hautes des bâtiments, on décrochetait les planches et on les brûlait pour se chauffer. Il y a aussi ce regard-là et cette misère-là à l'époque des deux guerres qu'on a connues. Et donc ici, c'est une pièce qui avait été relativement démantibulée au niveau de sa structure de bois. Et donc, il a fallu qu'on fasse le plafond. On a refait les plâtres qui, effectivement, étaient un peu défraîchis, fatigués sur les vidéos. Le sol, on a refait une grande partie des tomates qu'on avait déjà refait. On a arrangé tout ça. Et c'est vrai que là, ça devient une pièce qui est sympa. Puis voilà, donc il y a des activités qui se passent ici régulièrement. D'où le fait qu'elle ait été un petit peu meublée. Là, on va arriver au niveau donc, de la galerie. Alors, la galerie, c'est une partie qui n'est pas si ancienne que ça. C'est une partie, en fait, qui, à l'époque, était ouverte. C'était une courtine, ce qu'on appelle. Donc, mur de fortification, parce que les murs des douves, relativement bas qu'on aperçoit, à l'époque, c'était également des murs de fortification, donc qui reliaient de bâtiment à bâtiment. La cour était complètement fermée. Et donc, ici, voilà, il faut imaginer que c'était un mur de fortification, une structure déjà de bois, et c'était ouvert sur la cour. Alors, ce genre d'artifice avait vocation à impressionner les paysans qui auraient eu l'idée de venir et de se rebeller. Bon, déjà, il aurait fallu qu'ils passent le pont-levis, etc. Mais voilà, c'était des artifices qui vraiment montraient qu'il y aurait de quoi répondre, il y avait de quoi surveiller s'il y avait besoin. Alors dans le château, on retrouve vraiment les deux styles de meurtrières très propres à la période médiévale. Il y a les archères, donc c'est ces longues meurtrières fines qui servaient pour les arcs. Et puis il y a ces meurtrières rondes qu'on appelle des canonnières et qui servaient pour les canons. Voilà. Okay. Donc, au moment de la Révolution, ils ont fait différentes modifications dans le château. Ils ont fait tomber la chapelle qui avait été faite à l'extérieur pour la mémoire de Jacques de Rouzeul, qui voilà, est ce seigneur qui aurait disparu de façon mystérieuse dans l'enceinte du château, voilà, après avoir vu une poule, des œufs d'or, enfin, une légende propre à tous les châteaux finalement, parce que dans tout château, il y a un trésor disparu, et en général souvent une disparition qui l'est tout autant. Et donc au moment de la Révolution, ils ont fait donc tomber cette chapelle, abaisser les murs des douves, supprimer le pont-levis, et donc ils ont créé ce mur qui permettait de relier les deux parties. Alors ça, on le voit plus à l'extérieur, parce qu'on voit que le mur arrive sur des fenêtres de style Renaissance qui ont été murées, ce qui démontre bien que ça a été fait après coup, même si d'un point de vue général, ils ont essayé de faire quelque chose qui, architecturalement parlant, n'était pas trop antinomique au reste. Voilà. On peut dire aussi qu'à partir de la Révolution, le château devient un lieu de stockage donc agricole, comme beaucoup de châteaux dans le département. Voilà, puisque avant ces châteaux vivaient par la féodalité. Hein, donc j'ai expliqué tout à l'heure justement le fait que les châteaux c'était le droit de justice, la perception de l'impôt et donc
les terres agricoles, et donc tout ça apportait des revenus qui permettaient aux seigneurs de pouvoir vivre eux et puis faire vivre ces lieux. La Révolution est passée par là, depuis c'est toujours le code Napoléon qui nous régit, et donc il a fallu trouver des revenus, donc très souvent les propriétaires transformaient ces lieux en grands lieux de stockage agricole. Ça a été le cas ici, dans les caves c'était du vin, du Saint-Pourçain. Voilà, et donc ça a été le cas à peu près jusque dans les années 50, c'est-à-dire jusqu'à la Seconde Guerre et jusqu'à qu'on ait cette agriculture intensive qu'on connaît aujourd'hui et voilà, qui a vu fleurir le long des routes ces bâtiments voilà, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc là, on arrive dans la tour carrée, voilà, où il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire, on retrouve des grands espaces, voilà, c'est une partie qui est en travaux, on va plus aller à l'étage en dessous, mais voilà, on retrouve vraiment des grands espaces comme dans la tour. C'était des appartements seigneuriaux, donc c'est là où habitait le seigneur avec sa famille, sachant qu'à l'époque, voilà, le seigneur très souvent, il faut imaginer qu'il vivait à 4, 5, 6, 7 dans ce genre de pièces qui sont très grandes, parce que bien sûr les hivers étaient rudes, donc on y vivait avec la famille. Parfois il y avait aussi l'écuyer qui était vraiment la personne de confiance qui vivait avec le seigneur, parce que ça lui permettait d'être protégé en cas de problème. Il y avait les chiens aussi, parfois, voilà, on se tenait chaud et puis voilà, on vivait en communauté. Donc de beaux espaces. On voit les modifications qui ont été faites par rapport à la période de la Renaissance notamment, avec cette fenêtre donc, qui est vraiment du style Renaissance, mais on voit le corbeau, cette pierre apparente qui démontre que la structure de bois a été donc modifiée. Donc, on voit un peu ces transformations. Peut-être est-ce dû à ces grandes ouvertures qui symbolisent la période agricole dont je vous parlais, puisque quand on stocke des tonnes et des tonnes de grains, bien évidemment, il faut des aérations pour éviter que tout ça pourrisse, que ça se conserve. Et d'ailleurs, vous avez pu voir dans le château des pièces où il y a des poutres de soutènement qui ont été rajoutées pour soutenir un petit peu les structures qui ont souffert. Parce que quand on stocke du grain à la période agricole, on ne fait pas semblant. C'est-à-dire qu'on met vraiment des sacs sur toute la superficie et sur toute la hauteur. On ne fait pas vraiment semblant. Les propriétaires étaient rémunérés à la quantité voilà, qu'ils stockaient. Donc ils avaient intérêt à en stocker le plus possible. Pour revenir à la période, sinon, donc, Renaissance médiévale, au fond, vous pouvez retrouver donc, des latrines empierrées, qui sont très rustiques, puisqu'elles correspondent à une époque où on n'utilisait pas ces lieux comme les toilettes, mais où on vivait et on utilisait le pot de chambre. Et donc, en fait, ces lieux, c'était pour vider le pot de chambre. Ce qui était déjà un luxe, parce qu'il y a beaucoup de maisons, y compris des maisons nobles, qu'on peut retrouver dans des vieilles villes qui gardent encore un petit peu leur histoire médiévale, où on voit des rues très étroites avec des rigoles au milieu, parce qu'on jetait carrément les pots par les fenêtres et on avait plus ou moins fait ces rigoles pour l'évacuation des excréments. Donc c'était vraiment quelque chose déjà de luxueux d'avoir ce genre de latrine. Et puis après, on en a d'autres dans le château, dans la chambre où vous avez dormi notamment, qui sont en bois, qui sont beaucoup plus belles, qui sont 17e et qui là correspondent à une période où on a laissé le pot de chambre pour directement se servir de ces lieux. Voilà. Et donc vous avez à côté le petit oratoire. Donc le petit oratoire, c'est comme une petite chapelle où en fait le Seigneur priait avec ses proches, mais c'est vraiment un lieu propre à la prière et c'est pour ça qu'on appelle ça un oratoire. C'est pas une chapelle dans le sens où on ne peut pas y célébrer de cérémonie, on ne peut pas se marier, on ne peut pas, voilà, pas la communion, rien. Donc c'est vraiment un lieu pour la prière et le recueillement. Et il y avait souvent ce genre de pièces donc qui étaient accolées aux appartements des seigneurs. Voilà ce qu'on peut en dire. Et puis après, il y a la pièce en dessous, cette belle cave voûtée aussi que vous allez découvrir, qui, elle, était tout simplement la cuisine médiévale, puisque donc à la période médiévale et à la Renaissance, les cuisines étaient souvent faites dans ce qu'on appellerait des caves aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des pièces semi-enterrées, qui permettaient d'apporter une température constante toute l'année. D'avoir des pièces semi-enterrées, et puis en plus de ça, ça permettait aussi d'être protégé par les douves, voilà, donc ça correspondait vraiment au code de l'époque, et puis on voit cette belle cheminée, c'est pareil, voilà, où on imagine qu'ils faisaient cuire les aliments, enfin voilà, on retrouve vraiment tous les codes. Il y a une petite bitoune qui servait de source, on voit il y a encore l'humidité au niveau du sol, donc voilà, c'était vraiment tous les détails qui montrent que c'était une cuisine. Après, pour l'histoire générale du château, donc le château Dumas, son histoire remonte au XIIIe siècle, 1230, Jean et Nicolas Dumas. Au jour d'aujourd'hui, on voit une architecture qui est beaucoup plus 15e, beaucoup plus Renaissance, tout simplement parce qu'il y a eu un incendie à cette époque-là qui a détruit les parties apparentes du château pour partie, comme c'est le cas sur beaucoup de châteaux, ils étaient souvent victimes d'incendies, et donc du coup ça a été reconstruit au 15e, et c'est pour ça qu'on a vraiment une architecture beaucoup plus Renaissance. On peut imaginer d'ailleurs que tous ces travaux ont certainement été faits à l'époque de Jacques de Bouzeul,
ce fameux seigneur donc, qui a disparu. Voilà à peu près dans les grandes lignes. Il y a pas mal de seigneurs prestigieux, donc bon, Jean et Nicolas Dumas qui sont les premiers seigneurs et fondateurs. Après, on peut parler d'Archambault 8 parce qu'on est dans un département, le Bourbonnais, qui est l'autre nom de ce département, au-delà de l'Allier. On n'est pas peu fiers d'être un petit peu le berceau des rois de France ici. Et donc, voilà, les Bourbons ont à un moment donné à peu près eu, en gros, quasiment tous les châteaux du département. Et donc ce château a fait partie voilà, de l'escarcelle d'Archambault 8. Ensuite, il y a la famille Roland. Donc là, après, vous pouvez retrouver soit via Internet et notre historique du château, soit via le petit bouquin qui va sortir. Toute l'histoire là-dessus, c'est assez folklorique, c'est les gens qui parlent de rien, qui ont une ascension sociale incroyable à l'époque, qui se retrouvent propriétaires de châteaux, qui feront confiance aux mauvaises personnes et qui malheureusement connaîtront la ruine. Voilà, Jacques de Gouzeul, donc ce seigneur emblématique qui était l'écuyer de François Ier, donc voilà, écuyer du roi de France, c'est pas rien, donc un grand personnage qui a disparu de façon mystérieuse. Alors, bon, est-ce que la légende est, on va dire, réaliste, ou est-ce qu'il y avait peut-être derrière une question d'héritage? C'est aussi ce qu'on peut imaginer avec un neveu qui était peut-être pressé d'hériter, on va dire. Bon, on ne le saura jamais réellement, mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler à l'époque. Et encore aujourd'hui, ça intéresse pas mal les locaux. Ensuite arrivent les deux Montgeorges, qui sont des grands seigneurs là aussi, puisque c'était des personnages qui côtoyaient également les rois de France, Louis XIV et Louis XVI. Voilà, des personnages aussi qui ont défrayé la chronique, plus pour des histoires de mœurs, eux, que des problèmes d'héritage ou des problèmes financiers. Mais on retrouve beaucoup d'anecdotes croustillantes, notamment dans les mémoires de Saint-Simon sur les histoires amoureuses et de cœur des deux Montgeorges. La Révolution, dernier seigneur, Gilbert Marien Le Maître, comte de l'Âge, qui est donc un seigneur dont on sait peu de choses. On sait qu'il était visiblement acariâtre, avare, enfin en tout cas détesté par ceux qui travaillaient pour lui. La version officielle, il aurait été jeté dehors par ses domestiques au moment de la Révolution, sachant qu'on est dans une région où il n'y a pas eu beaucoup de problèmes au moment de la Révolution, c'était plutôt propre aux grandes villes, etc. Ici, ça a été assez calme. C'était souvent les propriétaires par excès de zèle eux-mêmes qui, en général, démontaient les chapelles et tout ce qui rappelait un petit peu le côté religieux pour se dire on anticipe au cas où on est des révolutionnaires qui viennent au pied du château. Donc, il n'y a pas eu vraiment de gros soucis. Mais ici, bon voilà, seigneur relativement insupportable donc, a été mis dehors. Ça, c'est la version officielle, parce qu'on ne retrouvera jamais, au moment de la Restauration, quand l'État cherchera à indemniser les propriétaires qui auraient été lésés, ils ont effectué des recherches, rien. Ils ont retrouvé sa fille, par contre, qu'ils ont indemnisé pour le préjudice du château, donc qui a été sous la coupe des domestiques pendant quelques temps. Alors, version officielle, jeté dehors par les domestiques. Version officieuse, les domestiques lui auraient fait passer, comme on dit, le bout du pain, et il l'aurait égouillé quelque part. On ne le sait pas non plus. Bon, nous, on a gardé un petit peu cette histoire en s'imaginant que les domestiques auraient pu le tuer. On est parti de ça pour créer des murder parties. Voilà, c'est ces activités qui sont très à la mode. Alors nous, c'est plus proche du Cluedo que de la murder party dans le sens propre du terme, puisque ce n'est pas des comédiens qui interprètent les personnages et les joueurs n'ont pas à guider et à suivre un petit peu le périple des comédiens, mais c'est plutôt eux qui sont directement acteurs et qui se retrouvent enquêteurs finalement pour découvrir ce qui s'est passé. C'est assez sympa et ça complète donc l'escape game qui lui a pour but de résoudre l'énigme de la légende de Jacques de Coucy. Voilà. Donc là, je vous ai à peu près balayé en 5-6 minutes, en gros, les 600 ans d'histoire du château, donc la période agricole dont je vous parlais, et donc depuis maintenant 40 ans, avec mon père qui achète le château en 79, qui commence un petit peu à faire les gros travaux, et puis depuis presque 20 ans maintenant, je poursuis, toujours en famille, vous avez dû apercevoir ma mère et mon oncle Alexandre, on poursuit donc la restauration du château et sa promotion au travers donc, des activités culturelles et touristiques qu'on essaie de mettre en place, chambre d'hôtes, visites, chasse au trésor, murder party, escape game et plein d'autres projets. L'enquête n'a pas encore commencé que déjà un élément me perturbe. Cette anomalie blanchâtre qui passe dans le coin droit de l'écran sera la seule captée pendant la visite. Peut-être est-ce une vulgaire poussière ou peut-être autre chose. Je vous laisse faire votre propre avis. Bon, eh bien, bonsoir à tous. On est parti pour une enquête au château du Max. Donc là, on commence dans ma chambre. Donc voilà, le lit, un petit peu, un grand lit. Voilà, avec une table. Je laisse mon téléphone ici sur la table, c'est fait exprès.
Comme ça, s'il y a du K2 ou autre, eh bien ce ne sera pas mon téléphone. Petite présentation vite rapide de la chambre. Une petite salle de bain tranquille. Voilà. Petit bureau, petit lit. On est bien. On est dans la deuxième partie alors. Un petit canapé. Ici, salle de bain avec baignoire. Et puis ici, c'est des toilettes médiévaux. Voilà, des toilettes médiévaux. Tranquille. Allez, on va commencer par aller dans la salle de justice. Alors j'ai une grande lampe et on va se retrouver au niveau de la salle de justice. À tout à l'heure. Alors, pour reprendre, je ne suis pas allé dans la salle de justice. J'ai préféré commencer par les caves. Donc là, on se trouve au niveau de la prison. Le K2 il est là. Alors j'ai peut-être enlevé le night shot. Voilà. Comme ça on verra beaucoup mieux le K2. Super. Je vais baisser l'intensité de la lumière. On verra beaucoup mieux notre K2. Bonsoir, je m'appelle Anand. Il paraît que ici, dans cette prison, dans cette ancienne prison, pas mal de gens ressentent des choses. Alors j'ai disposé un petit nounours. Est-ce que vous pouvez vous en approcher du petit nounours, s'il vous plaît? C'est inoffensif. Juste si vous en approchez, il va biper. Ça va juste me dire que vous êtes à côté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous approcher du petit nounours? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette prison? Si oui, vous pouvez parler. Vous pouvez faire un bruit. J'ai un petit appareil dans les mains. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, c'est inoffensif. Je le tiens moi-même dans ma main. Ça s'appelle un K2. Alors je vais poser comme ça et comme ça. Voilà, parfait. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette prison? Pas mal de gens ressentent comme la colère d'un homme attaché à des chaînes. Si c'est vrai, je vous propose de vous avancer à côté de mon petit nounours pour le faire sonner ou de vous approcher de mon appareil.
Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette prison? N'hésitez pas à vous approcher du petit nounours ou de vous approcher de mon petit appareil que j'ai dans les mains. Pour l'instant, le cas 2, pas de réaction. Je m'appelle Anand. Et vous, comment est-ce que vous vous appelez? Alors sur la table ici, c'est une lampe. Hein. C'est une lampe. Approchez-vous du petit nounours, s'il vous plaît. C'est inoffensif pour vous. J'ai des frissons. J'ai l'impression que je suis repassé en night shot là, non? Ah non, je suis pas en night shot. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette prison? Si oui, vous pouvez vous approcher du petit nounours. C'est inoffensif, ça fait des petites couleurs. Alors je vais faire juste un petit truc. Voilà. Comme ça on va être mieux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de Spirit Box. On va se faire un petit tour de Spirit Box, je pense. Ouais, on se fera du Spirit Box. Approchez-vous du petit nounours. Alors, comment est-ce que je vais me placer? Ça, je vais le reculer. Voilà. N'hésitez pas à vous approcher, à parler, à faire un bruit. Approchez du petit nounours. Je vais poser le cadeau aussi. Petit nounours. Je vais poser le cadeau aussi. Ici. Est-ce que le cadeau se voit bien? Ouais, le cadeau se voit. Approchez-vous du cadeau s'il vous plaît, de la petite lumière verte. Et on va partir sur de la Spirit Box. Alors vous ne me voyez pas, c'est normal. Bonjour, je m'appelle Adam. Et vous? La Spirit Box ne donnera rien. Sur le moment, le château du Max est très calme. Mais c'est avec étonnement que je découvre que mon micro a capté 2 sons que je n'ai pas entendus sur place. Étant seul dans le cachot, je sais que ces sons ne viennent pas de moi. C'est avec ce sentiment de passer à côté de quelque chose que je me dirige vers la chambre bleue. Une chambre dans laquelle les gens s'y sentent mal. Quant à ces 2 sons dont je n'ai aucune explication et de leur provenance inconnue à ce jour, ils sont, en ce qui me concerne, assez troublants.
Et comme d'habitude, je vous laisse faire votre propre avis. Si. Donc, nous voilà dans une des fameuses chambres. D'accord. Canapé. Canapé. Voilà. Petite armoire. Et apparemment, là où il se passe le plus de choses, c'est à l'étage. Alors, on va aller à l'étage. Moi, je suis là. Je suis assez loin du pod. Bonjour. Je m'appelle Anand. Je suis pas ici pour vous déranger. Je suis là pour communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Si oui, vous pouvez déclencher le petit appareil que j'ai dans les mains. Sinon, faites un bruit au niveau du micro. Ou vous pouvez approchez-vous de la peluche. Approchez-vous de la peluche si vous voulez. Est-ce que Jacques de Gouzeul est avec moi? S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît? Toujours rien au niveau du K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vous propose de vous approcher du petit nounours, s'il vous plaît. Pour le moment, le calme règne et je suis frustré de ne rien avoir sur place. Cependant, mon micro va capter des sons dont l'origine est inconnue et qui, comme vous le verrez, ne proviennent pas de moi non plus. Des sons que je n'ai pas entendus sur place et qui, au final, me réconfortent sur le fait que peut-être je n'étais pas tout seul ce soir-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Regardez. J'approche ma main. J'approche ma main. J'approche ma main du nounours. Et il bip. Essayez de faire pareil. C'est une essayez de faire pareil. C'est une essayez de faire pareil. C'est une essayez de faire pareil. C'est inoffensif. Approchez-vous de la petite lumière verte. Ou dites-moi, ou dites-moi, ou dites-moi où parler dans la boîte. Il paraît que ici, un pod comme celui-ci est tombé de l'escalier. Des gens ont ressenti qu'on les touchait. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. J'ai entendu des booms. C'est vous qui venez de faire boum? C'est moi qui l'ai fait tomber, je pense. Est-ce que c'est vous qui venez de faire boum? J'ai entendu deux booms. Oh, peut-être que ça sera entendu à la caméra. Malgré le bruit de la Spirit Box.
Allez-y, n'ayez pas peur, faites-moi un signe s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher de la nounours pour qu'elle bipe, de la lumière verte, ou vous pouvez parler dans le micro là-bas dans ma caméra. Ou vous pouvez me toucher si vous voulez. Il paraît que des gens se sont fait toucher ici dans cette chambre. Vous pouvez vous approcher de la peluche. Approchez-vous de la peluche. Est-ce que Jacques de Gouzeul est avec moi? Est-ce que Jacques de Gouzeul a vécu ici? Si oui, faites-moi un signe s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher de la peluche, de la petite lumière verte, ou le dire dans le micro de la caméra. Me toucher. Donc je répète ma question. Est-ce que Jacques de Gouzeul a vécu ici? Si oui, faites-moi un signe. Est-ce que vous êtes capable de faire des tocs dans le mur? Si oui, faites-le. Ou quelque chose que je puisse voir ou entendre de moi-même. Parce que des fois dans le micro, est-ce que vous êtes capable dans le micro de dire bonjour? Si oui, faites-le. Il y a des petits bruits de pas. Et j'ai des frissons.
Est-ce que c'est vous que j'entends? J'entends comme si on traînait un petit peu des pieds sur le sol. Je sais pas si ça s'entendra dans le micro, mais on entend. Chut, chut. Mais c'est très 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 léger. Et j'ai des gros frissons. Alors c'est peut-être parce que je suis tout seul et que je me mets dans l'ambiance. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. J'ai gardé mon masque. Je vais l'enlever. Est-ce que vous êtes capable de vous approcher de mon petit appareil avec la lumière verte? Si vous vous en approchez, ça ne va pas vous faire de mal. C'est juste que ça va faire des petites lumières. Et ça va me permettre de savoir que vous êtes là. Ou alors vous pouvez vous approcher du petit nounours, qui lui va aussi ne pas vous faire mal. Mais quand vous allez vous en approcher, eh bien ça va faire un bruit, ça va biper, comme ça. Est-ce que vous êtes capable de le faire, s'il vous plaît? Moi, je vais rallumer la Spirit Box. Et je vais la mettre à vitesse maxi. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais poser un plan fixe sur le nounours qui va rester là pratiquement tout le temps. Et puis voilà, je pose mon plan fixe et puis après on va aller ailleurs, je pense. Allez, go. Oh, je pose le plan fixe. Alors, ça je veux. Et la caméra du plan fixe, je veux. Alors, comment ça marche? Oui. Hop. Un, 2, 3, c'est parti. Alors, je mets le plan fixe ici. Voilà. Comme ça, sur le nounours. Je vais mettre la lumière infrarouge pour le plan fixe. Je vais mettre la Spirit Box dans mon sac. Je vais replier un peu les pieds du caméscope. Voilà. C'est sans connaître ce que mon micro a capté lors de cette longue session de Spirit Box dont j'ai gardé les moments les plus intéressants et à la fois troublants. En effet, n'ayant pas conscience de ce qui s'est réellement passé lors de mes interpellations et n'ayant eu aucun son à la Spirit Box, je décide tout de même de laisser un plan fixe ainsi que le pod. Celui-ci va tourner jusqu'à ce que la carte SD soit pleine. Et c'est vers la salle de justice que je me dirige à présent. Parfait.
mets ici, en fait, je vois pas le K2. Je vois pas si le K2 se déclenche d'ici. De toute façon, je vais t'entendre. Bonjour, je m'appelle Anand, donc là je suis dans la salle de justice. L'ancienne salle de justice, très grande salle d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si oui, faites-moi un signe. Vous pouvez vous approcher du K2 ou me parler. Posez votre voix sur la caméra. Je ne sais même pas si on me voit dans la caméra. C'est ça le truc. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit-là? Si oui, vous pouvez vous approcher du petit K2 qui est juste devant moi avec la lumière verte. C'est inoffensif. Je répète que je ne suis pas là pour vous déranger, mais que je suis là pour communiquer. Est-ce que Jacques de Gouzol est ici avec moi? Si oui, vous pouvez me faire un signe, faire un toc, vous approcher du K2, la petite lumière verte, le petit appareil. Le truc, c'est que je ne sais même pas si on me voit en fait. Ça va pas trop ma tête, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez vous approcher du petit appareil que j'ai qui est posé sur la table? J'ai laissé un nounours dans la chambre où j'étais juste avant. Et si vous voulez vous en approcher, vous pouvez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? Faites-moi signe s'il vous plaît. Alors je vais rallumer la Spirit Box. Par contre, ça va résonner un peu dans cette salle. Mais bon, on verra bien. Et je vais la poser sur la table. Alors je vais enlever ça. On va faire comme ça. J'espère que vous allez entendre. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans cette salle? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Jacques de Gouzol est ici avec moi? Est-ce que je vous dérange?
Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous approcher du petit appareil qui est posé ici avec la lumière verte? Si vous en approchez, ça va faire des couleurs, c'est tout, c'est inoffensif pour vous. Non, je croyais qu'il me manquait une barre. Bonjour, est-ce que vous êtes capable de dire bonjour? Pendant de longues minutes, je vais tenter d'obtenir un quelconque manifestation. Mais la Spirit Box sera muette. Mon micro ne captera plus rien. Et mon K2 ne se déclenchera pas. Devant ce calme qui règne dès à présent au château du Max, je décide de mettre un terme à cette soirée d'investigation. Mais avant de regagner la chambre qui m'est prêtée pour cette nuit, je décide de redescendre au cachot pour y laisser un plan fixe qui tournera jusqu'à ce que la carte SD soit pleine. Cette nuit, est-ce qu'on le voit bien? Parfait, est-ce que je suis en night shot? Parfait. Et ben voilà. Je vais juste prendre la grande lampe qui doit être dans le sac pour remonter dans la chambre. Parfait. Voilà. N'hésitez pas à déclencher l'appareil. Faites-vous plaisir. La lampe, elle s'allume comment et où? Ah oui, là. Parfait. Ça va tourner toute la nuit, ça va tourner toute la nuit. Et bien, c'est parti. Peu d'éléments seront à conserver en ce qui concerne les plans fixes. Seulement ces 3 éléments plutôt troublants que je retiens. Cependant, ayant eu l'impression de passer à côté de quelque chose, ce château m'attire, et il est fort probable que j'y retourne, afin de compléter ce que j'étais venu entreprendre au sein du château du Max. Un grand merci à Jacques et sa famille pour l'accueil extraordinaire et pour l'autorisation
de venir enquêter.